Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Mon nom est Émile Demers. Nous plongeons aujourd'hui dans une combinaison fascinante de domaines. Donc, premièrement, la gestion des déchets, ensuite, l'intelligence artificielle, et puis finalement, la robotique, en vous présentant une entrevue sur l'entreprise Waste Robotics avec son cofondateur Michel Laforêt. L'entreprise, basée à Trois-Rivières, a comme mission de développer des logiciels de haut niveau pour permettre la reconnaissance et l'extraction efficace des matériaux désirés dans les centres de tri de déchets et de matières recyclables. Michel, bienvenue au podcast. Bien, je suis content. Bonjour. Bonjour, ben oui, moi aussi, je suis content. C'est une des premières fois qu'on invite un peu une entreprise dans le podcast, fait que je suis vraiment fier et je suis vraiment reconnaissant que vous ayez accepté ça. C'est vraiment génial. Là, on est au printemps. Je pense que le sujet des déchets, c'est quand même un beau sujet parce que la neige à fond. Puis là, dans mon quartier, il y a des boîtes de carton qui apparaissent, ces terrains un peu partout. C'est dégueulasse des fois, là. On comprend que la gestion des déchets est très importante. Mais avant ça, j'aimerais ça peut-être vous demander, un peu comme pour introduire, de ce que j'ai pu comprendre, vous avez quand même beaucoup d'expérience dans les entreprises qui utilisent des technologies environnementales. Moi, ça fait une trentaine d'années, 30, 40 ans même. Des fois, j'ai tendance à me rajeunir, hein. Je dis juste 30 OK. ans, mais je pense que c'est plus proche que 40. OK. Et j'ai toujours été fasciné parce que mon mentor, c'était un ingénieur, mon oncle André, qui m'a tout le temps dit, ce qui est important, là, c'est faire de l'environnement. Ça, c'est important en génie. Je suis Mhm. vraiment resté avec ça. Mais lui m'a montré aussi beaucoup de bases en tout ce qui était la technique. Donc, je suis resté collé là-dessus. Puis d'ailleurs, lui est un ingénieur mécanique. Puis quand je me suis inscrit à Laval, parce que c'est un peu mon histoire, je me suis inscrit d'abord en génie mécanique. Puis je me suis aperçu que si je voulais être plus environnemental que ça, il faudrait que j'aille en génie civil pour être capable, à ce moment-là, faire du traitement de l'eau. Parce que dans le génie civil, c'est là qu'on fait ça. Donc, mon expérience commence un peu comme ça, avec des hunchs, avec des goûts, avec des dire, je vais m'impliquer là-dedans. Puis ça a duré, puis ça dure encore. La motivation n'a jamais arrêté, là, après. La motivation n'a jamais arrêté après tout ce Non, temps, puis là, c'est ça. au fil du temps, je ne sais pas si vous voyez, le traitement des eaux, les eaux usées, puis hop, les déchets sont arrivés au travers de tout ça. Puis en fait, compte des choses dans notre vie qui sont tout à fait courantes. Tu sais, vous avez commencé en disant, ben moi, les déchets, le printemps, etc., on a ça tous les jours, on est pris avec ça tous les jours. C'est un aspect important de notre vie. C'est pas le seul, il y a plusieurs choses environnementales, mais moi, je me suis intéressé à ça, puis de fil en aiguille, je suis parti du traitement de l'eau, d'environnement, les eaux usées, puis après ça, maintenant, les déchets, parce que j'ai rencontré dans ma vie toutes sortes de monde super intéressants, puis super préoccupés aussi. Donc, j'en ai fait j'en ai fait ma carrière avec ça. Voilà. C'est intéressant, tu sais, ça, vous mentionnez que votre oncle, vous a un peu poussé, ben pas poussé, mais vous a un peu donné la piqûre par Inspiré. rapport à ça. Inspiré, c'est le Ouais. bon mot, merci. Puis, mais tu sais, depuis 30 ans, donc, comment est-ce que l'approche des entreprises envers le développement durable a changé, vous pourriez dire? Est-ce que ça l'a C'est changé ou pas du tout? Parce qu'on dirait que, énormément. tu sais, OK, Énormément. Je- Moi, à cause de mon âge probablement, avant on avait tendance à produire et pas trop se préoccuper. Un des premiers dossiers sur lesquels j'ai travaillé, c'était le traitement des eaux usées. Monsieur Parizeau, un moment donné, est arrivé et dit qu'il va faire un programme. On traitait pas nos eaux usées. On ramassait, on avait des millions, comme à Montréal, des millions de personnes qui OK, jetaient tout ça dans le fleuve, puis on faisait pas ça. Donc, vous voyez un peu le changement. On s'est dit, hey, on devrait traiter ouais. ça. Puis, du dire, il y a un impact environnemental, il y a quelque chose qui se passe, il y a de la saleté, il y a des choses qui sont indésirables. Jusqu'au temps, un moment donné, on s'est dit, hey, c'est peut-être rentable de faire de l'environnement. Il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Puis après ça, ben, c'est un peu l'œuf et la poule, c'est-à-dire la sensibilité environnementale a augmenté. Les gens se sont dit on devrait faire quelque chose. Il y a un paquet de législations qui se sont mis en place pour dire on fait quelque chose parce que ça représente la volonté des gens. Puis il y a de Mhm, l'industrie qui s'est mise à dire ben moi aussi je vais me responsabiliser socialement, c'est une des parties mhm. du développement durable. Puis là ben on est rendu dans un domaine dans un moi je trouve qu'on est vraiment dans une belle phase. On est dans l'éprouvette, hein, l'environnement, les personnes on est dans la planète Terre, on est dans l'éprouvette. Fait que là, on se dit, on pourrait peut-être faire quelque chose. Les déchets, je trouvais ça super intéressant.
Et comme j'avais une formation d'ingénieur, je me suis dit, hey, c'est super technologique. J'ai dit, on va faire quelque chose là-dedans. Puis il y a beaucoup, beaucoup de solutions environnementales. Il y a de l'attitude aussi, qui est super importante. Mais il y a plein, plein, plein de solutions technologiques qu'on peut apporter. Tantôt, on va en parler. Puis moi, je tripais là-dessus, puis je tripe encore. Ben oui. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant de voir les problèmes surtout, puis les défis, puis de s'attaquer à ça directement, à la place de voir. Tu sais, des fois, juste le côté. Tu sais, mettons pour nous, peut-être ça nous motive un petit peu plus de directement attaquer le problème à la source, d'essayer de trouver des solutions concrètes, on va dire, à la place de. Tu sais, c'est intéressant de faire des petits changements dans notre vie de tous les jours aussi, là, mais je veux dire, d'aller vraiment développer des machines, développer des systèmes de traitement. Vous, dans le fond, donc, vous étiez en génie. Vous étiez en génie civil, ça veut dire? Moi, j'ai une formation en génie civil. Mes partenaires ont des formations en génie mécanique. Ça prenait ça aussi. On Ouais. a des gens qui ont étudié en informatique. Il y en a plein, plein, plein dans mon OK. entreprise. Donc, c'est à peu près ça l'idée. Puis quelqu'un qui a, comme moi, la passion environnementale au travers de tout ça. Donc, voilà. Les Vous avez. analyses de cycle de Ouais. vie, moi, ça me passionnait. Puis Ouais. la hiérarchie des 3 RV, voilà. La hiérarchie des 3 RV, je pense pas que je connais ça. C'est quoi? Non? Bon, ben, la première chose qu'on peut faire en environnement, c'est de réduire notre consommation. D'ailleurs, on dit tout le temps, moi, quand je faisais des conférences, je disais aux gens qui étaient là, c'est quoi l'énergie la plus environnementale? Là, j'avais toutes sortes de questions, l'énergie électrique, l'énergie, toutes sortes d'affaires. Je dis, ben non, c'est celle qu'on ne consomme pas. Elle est environnementale. Donc, c'est le Hmm. premier R. Après ça, il y a les autres R. Le réemploi, utiliser 2 fois une tasse plutôt que l'acheter, tout le monde sait que c'est mieux. Après ça, c'est le recyclage, puis après ça, c'est la valorisation, 3 RV. Okay? C'est une espèce Hmm. de euh, raccourci pour être capable de se donner une idée sur quoi on devrait travailler en premier, en deuxième, pas en troisième. Les trois sont super importants. Il y en a un qui est un petit peu plus social. Quand on parle de réduction, on parle de nos attitudes, on parle de notre consommation, comment on va faire ça. Au niveau de la grande entreprise aussi, c'est important. Puis après ça, bon, on s'en va vers les autres éléments, le réemploi, le recyclage. C'est comme c'est une chose qui m'avait un peu surpris d'entendre, mais qui finalement avait bien du sens. Là, quand on parlait des véhicules électriques dans mon cours de développement durable, le prof était un peu, peut-être pas contre ça, là, mais n'était pas nécessairement tant pour ça à cause des batteries puis le recyclage des batteries. Puis c'est quand même intuitif. C'est là que j'ai comme appris que c'est plus intuitif de penser à utiliser peut-être plus le transport en commun justement pour réduire les émissions puis aller tous ensemble dans le même véhicule. C'est comme plus logique que de chacun avoir une auto électrique. C'est quand même Il y a des intéressant. choses qui font que, oui, c'est vrai, il y a des choses qui font que c'est un petit peu contre-intuitif. C'est-à-dire qu'on arrive avec des technologies qui nous démontrent que faire une action, c'est plus intéressant. Quand on a formé Waste Robotics en 2016, j'ai décidé à ce moment-là que je commençais à travailler chez moi parce qu'il y avait des Skype qui existaient. Là, ça, maintenant, il y en a OK. beaucoup plus que ça. Et c'est devenu tellement important maintenant, parce qu'on va parler de circulation, on va parler de réduction. J'entendais la semaine passée que la circulation sur le pont de Québec, parce qu'une partie de la population qui veulent en faire du travail, du télétravail, travailler de la maison, ça a baissé la circulation. Fait que je ne sais pas si vous voyez, il y a un aspect technologique qui est venu régler un problème, puis ça, c'est vraiment le premier R, la réduction de nos déplacements avec la technologie. C'est que moi, je tripe bien gros là-dessus en disant, hey, on est en train de changer un peu certains paradigmes qu'on avait dans notre société, de toujours aller travailler à un endroit. Puis même que les gens qui viennent travailler chez moi, une des demandes des jeunes comme vous, une des demandes systématiques qu'ils me font, c'est on veut avoir la possibilité de faire du télétravail. Ce qui nous autres, c'est notre affaire aussi, parce que ça fait des gens plus disponibles, ça fait des gens plus heureux, parce qu'une de nos valeurs, c'est de travailler dans le bonheur. Hein? Ça change la Ouais. société. Ça change Ouais. systématiquement la société. Ça va être la même chose. C'était la même chose pour les matières résiduelles. Moi, je travaillais pour faire des usines de biométhanisation. C'est super intéressant parce on produit chacun un gisement qui est intéressant, c'est-à-dire nos ordures, nos biodéchets que les Français appellent, on appelle ça les matières résiduelles organiques. OK. Moi, je travaillais là-dedans, disais, il y a possibilité de faire un gaz renouvelable. OK? Bon, on fait quelque chose là-dedans. Puis peu à peu, je rencontre quelqu'un avec qui je travaillais, puis il me dit,
Ouais, mais il existe des outils, on pourrait faire ça avec des robots, on pourrait faire ça avec des intelligences artificielles, pour être capable de sortir de la matière, puis faire du recyclage, puis tout ça. Moi, j'ai dit, hey, c'est bien trop vrai. Et il y a juste quelques années, 2000, tu sais, on a commencé en 2016, 2010, 2012, les ordinateurs ne sont pas assez puissants pour parler d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On parle rien de ça. Ouais. Chat GPT menace les professeurs. Tu sais, il y a beaucoup. Ah ouais, Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut repenser. Autant on a des solutions extraordinaires, autant il faut repenser notre société. On parlait de transport, mhm. le télétravail, là, on parle d'intelligence artificielle, jusqu'où on va aller, comment on va se servir de ça. Moi, je suis pas trop mal pris parce que j'utilise l'intelligence artificielle pour regarder des poubelles. OK. Il n'y a personne. Je suis le Ça, Facebook de la c'est poubelle. ouais, mais C'est-à-dire que c'est je suis ça! capable, avec l'intelligence artificielle, de les reconnaître, puis après ça, d'être capable de les sortir d'un flux. Fait que dans le fond, ben c'est ça, mais là, pis ça, j'ai hâte d'embarquer là-dedans aussi, mais là, ça veut dire que vous avez mentionné en 2016, vous vouliez déjà utiliser ça, mais vous étiez comme limité par la technologie de l'époque. C'est quand même intéressant La de voir, vous aviez technologie, déjà l'idée. ouais, la technologie était naissante. On était à l'époque où, en fait, c'est un peu grâce aux gamers. Si vous êtes un gamer, c'est Ouais. un peu grâce à ces gens-là on a développé ce qu'on a appelé des GPU, qui sont des processeurs très, très, très puissants. Puis on commençait à avoir des systèmes qui étaient capables de processer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations très, très rapidement. Puis ça a permis un autre saut dans l'évolution de l'informatique. Puis ça nous a donné accès à prendre des algorithmes parce que quand on gère des données, on gère des téraoctets de données. Donc, ça nous prend des ordinateurs très, très, très puissants pour être capable de distiller ça puis d'arriver à ce qu'on appelle nos réseaux de neurones pour dire, bon, mais voici, là, mon ordinateur, il est capable de faire ce que je veux faire. Puis, les gens pensent que c'est un petit peu, c'est un petit peu miraculeux, mais ça ne l'est pas du tout, du tout. Là. C'est vraiment, vraiment des bonnes machines, de la bonne technologie bien, bien appliquée qui nous rend des bons, bons, bons services qu'on veut avoir. Ouais, c'est ça, parce que là, quand on parle d'intelligence artificielle, on s'imagine tout de suite à Terminator ou à une sentience puis une intelligence vraiment avancée, mais tu sais, vous, comme mentionné, cette intelligence-là artificielle, vous l'utilisez plus pour détecter, fait que pour analyser les déchets, essayer de comprendre les patterns, probablement. Fait que est-ce que vous pourriez me parler un petit peu justement de comment ça se passe, tu sais, comment, là, je vois d'un peu où est venue la genèse, mais... Pour la petite histoire, moi, je me suis aperçu que quand on essayait de valoriser nos matières résiduelles, on avait ça a commencé comme ça. Un des aspects principaux, c'était un petit peu la collecte. La collecte coûtait très cher. À chaque Mhm, fois qu'on voulait ajouter une fraction, on ajoutait une collecte. Puis je me dis, il y a peut-être quelque chose de mieux à faire. Puis là, j'ai vu qu'il y avait des technologies qui existaient, qui pouvaient réduire beaucoup cette collecte-là. Puis pour être capable d'y arriver, moi, j'ai même une technologie qui était vraiment mécanique au départ, qui demandait beaucoup, beaucoup d'entretien, qui vieillissait mal, parce qu'il demandait beaucoup de pièces de rechange. mhm. Jusqu'au temps que je vous ai dit tantôt, j'ai rencontré mon ami, puis il disait, hey, on pourrait faire ça avec des robots, puis de l'intelligence artificielle, on pourrait avoir quelque chose de plus compact. Bon, un système de robotique qu'on a, c'est relativement simple. Ça fait ce qu'un être humain faisait. On va juste porter le principe un peu plus loin. Ça prend des yeux, ça prend une vision. Donc, plutôt qu'utiliser des yeux, on va mettre, par exemple, des caméras qui sont capables de voir en 3D, des caméras qui sont capables de voir dans des spectres lumineux, des hyperspectrales. Ils voient dans l'infrarouge, ils voient dans des choses comme ça qui vont te donner une meilleure information. Après ça, ça prend un cerveau. Ben là vient l'intelligence artificielle. Là, Hmm. on va entraîner des modèles pour dire, je suis dans un tel milieu, j'aimerais reconnaître un type d'objet. Et là, on va entraîner ça, on va ramasser, on va faire du big data, on va ramasser toutes sortes d'informations, puis là, on va entraîner ça. Et là, le cerveau, il va dire, parfait, dans le flux que tu me fais passer avec mes caméras, je suis capable de les reconnaître. Bien. Après ça, on s'est dit, ça prend un bras puis des mains, parce que c'est ça qui fait un trieur. Donc, Mhm. on s'est dit, on va mettre des robots. Donc, le cerveau qui est là avec l'intelligence artificielle, une fois qu'il a fait sa reconnaissance, il va tout simplement envoyer des commandes à des robots, puis des préhenseurs qui, eux, vont aller chercher les objets que je veux récupérer ou que je veux me défaire. Parce que quelquefois, on a des flots, par exemple, quand on récupère du bois, où il y a des contaminants, on peut lui faire l'inverse, c'est-à-dire,
Je veux récupérer ça, enlève-moi les choses que je trouve indésirables dans mon flux. OK. On est capable de jouer avec ça, on est capable de hiérarchiser par grandeur parce que le système mesure les objets. On est capable de faire de la volumétrie, on est capable de faire par extension de la masse, on est capable de faire plein de choses qui avant n'existaient pas. Puis Wow. regardez comment a évolué le tri. Au départ, cette industrie-là commence avec une main-d'œuvre pas chère et abondante. On s'est dit, si on est capable de faire ça, on va être capable de trier toutes nos matières. Ben, peu à peu, on parle de pénurie de main-d'œuvre actuellement. On parle de Mhm. pénibilité. On parle d'être très, très précis. Fait que pour nous, ça a été tout du bonheur, ça, parce que ça a dirigé les gens qui avaient des centres de tri, les gens qui se préoccupaient de recyclage, vers quelque chose qui était beaucoup plus performant en termes de technologie. Donc, on donne aux gens, parce que c'est un des thèmes que j'ai vu que vous aviez, on donne aux gens des emplois plus intéressants, puis on laisse faire des choses qui sont beaucoup moins intéressantes par les Ben oui. robots. Qui, jusqu'à Ouais. maintenant, tous ceux qu'on a installés, il n'y en a aucun qui s'est plaint de son sort. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça l'affaire. Ça, c'est intéressant aussi. Puis peut-être, je suis comme curieux. On parle de centre de tri depuis le début. Puis je pense que je sais un peu c'est quoi un centre de tri. Tu sais, c'est juste ce qu'on dit, c'est qu'on veut réduire. Donc, le but, ce serait de réduire les collectes. Donc, réduire le nombre de bacs qu'on a dans notre entrée le matin. Donc, mettons, on a un bac de matière organique, on a un bac de poubelle standard, puis un bac de recyclage. Donc là, après, le but, c'est de trier tout ça en ses différents composants pour envoyer en recyclage. C'est-tu un peu ça? Mais je vais vous parler de deux choses. Je vais vous parler de la collecte, parce que c'est un peu le départ de mon intervention dans les matières résiduelles. Puis après ça, on va parler des centres, OK. des centres de tri en soi. Bon, il n'y a rien de mieux que pas le faire. Moi, là, j'ai eu un épisode dans ma vie où il y a quelqu'un, il y avait une espèce de campagne pour dire qu'il faut éviter d'avoir des sacs de plastique. Et il y a un journaliste qui vient me voir un moment donné et qui me dit, vous préconisez, parce que dans ce que je propose, il y a une collecte qui se fait avec des sacs de plastique, puis il me dit, qu'est-ce que vous pensez des sacs de plastique? J'ai dit, faut en avoir le moins possible. Ça a coupé ça a coupé son punch, mais l'idée, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on va tout le temps vers de la réduction, mais au départ, moi, ce que j'avais pensé, c'est que plutôt que d'avoir une collecte pour les matières organiques, d'avoir une collecte pour les matières recyclables, d'avoir une collecte pour les déchets, faisons une collecte unique. Mais ce qu'on va demander aux citoyens, parce que l'importance, ça c'est central, les citoyens qui veulent composter chez eux, faites-le, je vous en prie, c'est la première chose à faire. Mais si vous êtes dans des situations qui vous empêchent de faire ça, dans votre cuisine, isolez vos matières organiques, puis mettez-les avec vos autres déchets. De cette façon-là, vos autres matières résiduelles. Tout ça, on va amener ça avec un seul camion, une seule collecte, dans un centre de transbordement qui peut être au site d'enfouissement, qui peut être au centre de recyclage, qui peut être... Il y a plusieurs endroits où on peut le faire. Et les robots vont tout simplement trier ces flux-là. Le citoyen qui reste dans un appartement ou dans une maison qui a fait son effort, il est sûr que son effort va aller jusqu'au bout. Okay? Même si ses voisins ou ses colocataires ne font plus ou moins bien ça, lui, son effort, il va être préservé dans le sac qu'il aura bien voulu isoler. Donc ça, c'était le départ de l'entreprise en disant, on va vous donner un moyen qui va baisser considérablement les, euh, les gaz à effet de serre, mais qui va aussi augmenter considérablement la, la, la récupération. Je vous donne un exemple. Les résidus alimentaires, c'est une des principales sources de gaz à effet de serre au Québec. Étrangement, les gaz à effet de serre des résidus alimentaires, ils viennent de l'enfouissement. Il y a 96% du Québec qui enfouit ces résidus alimentaires. Donc, il est important, par exemple, de récupérer ces résidus alimentaires-là. La technologie, l'approche qui est souvent utilisée, c'est d'avoir le fameux bac brun. Moi, je reste à Lévis. Lévis a Mhm. publié en décembre passé le taux de récupération de ces résidus alimentaires avec des bacs bruns. Ça fait 11 ans qu'on a des bacs bruns ici. Et le taux de Mhm. récupération est de 15%. La Ville de Québec, qui est juste l'autre côté, a décidé de prendre l'approche que je préconisais, c'est-à-dire de demander aux citoyens, puis a fait un essai pilote là-dessus, de mettre ces résidus alimentaires-là dans des sacs. Okay, elle a fait ça sur 1000 citoyens, 1000 ménages. C'est quand même un gros,
un gros échantillon, puis ils ont atteint 91% de taux de récupération. Fait que vous voyez, après quelques mois à 91, puis après 11 ans à 15%. Donc, on a un moyen qui est beaucoup plus efficace. Et l'effet se fait principalement sur les Ouais. gaz à effet de serre parce que ces résidus-là, on les enfouira pas. Puis en plus, en bonus, vous n'avez pas les collectes de camions. Vous ne faites pas passer un camion Ben ouais. supplémentaire. Donc, plein de ressources que vous n'utilisez pas Ouais. et évidemment des carburants fossiles que vous n'allez pas brûler. Parce qu'au départ, vous allez comprendre que les résidus alimentaires sont déjà dans les poubelles en volume pas en masse. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez un peu Ouais, qu'est-ce ouais, qui ouais. me drive. C'est un peu ça. Mais c'est un changement de paradigme. C'est pas facile. Moi, je me suis fait dire à de très nombreuses reprises, toutes les autres font ça avec des bacs bruns. Pourquoi on utiliserait une autre technique? Puis en plus, vous avez des sacs. Ouais, mais les sacs, je récupère. Ah, OK. Je ne sais pas si vous voyez un peu ça. Bon. Tantôt, je vous ai dit que j'amènerais Ouais. vers le centre le centre de tri. Mhm. Une fois qu'on a Mhm. fait ça, ça, c'est une des approches qui peut être utilisée. L'autre, après ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est tous ces objets-là se ramassent dans un centre de tri où il faut être capable de les sortir le plus possible. Les robots ne se fatiguent pas, les robots sont très, très, très précis. Les robots peuvent travailler 24 heures sur 24. Ça devient un élément intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la place pour l'humain, mais ça veut dire qu'il y a des meilleures places pour les humains. Donc, c'est un peu l'idée. Puis, on est capable d'aller faire des choses qui sont extrêmement pénibles, comme par exemple, on peut travailler, nous, dans les matériaux de construction et démolition. Je ne sais pas si vous voyez le risque qu'il y a pour les travailleurs. Dans les matériaux de construction et démolition, Ouais. on va avoir des morceaux de bois, on va avoir des clous, on va avoir du béton, des choses lourdes qui vont amener des maladies professionnelles. Donc, les robots vont faire ça, vont s'acquitter de ces tâches-là vraiment très bien. C'est juste de les faire. Donc, l'intelligence artificielle, les robots, les systèmes, on n'a pas la solution globale, mais on a un bout. Nous, on va Un bon s'occuper bout. d'un bout. Il y a plein d'autres choses à faire. Entre autres, il faut être capable de motiver les citoyens pour dire faites une part, vous autres, puis après ça, on va compléter ce que Mhm. vous faites avec Ouais. d'autres interventions. Mais j'aime ça parce que mettre les matières organiques dans un sac séparé, c'est quand même intéressant parce que justement, c'est quasiment plus simple, j'ai l'impression, que de mettre ça dans le bac puis de sortir un autre bac là, pour, mettons, pour le citoyen de tous les jours. Là. Fait que c'est quasiment C'est ça. transparent là, comme solution. Il Là. y a trois éléments qui comptent. La simplicité, puis la simplicité amène l'acceptabilité sociale, l'implication citoyenne. Le bienfait environnemental. Si tu es capable de l'augmenter, tant mieux. Puis après ça, l'économie. Moi, je pense que c'est ça du développement durable. C'est-à-dire que tu vas travailler sur ces trois aspects-là. Puis nous, on a trouvé une excellente approche pour être capable de travailler sur ces trois aspects-là. C'est pas le seul. On n'a pas solution à tous les problèmes, mais on a une Mhm. belle solution pour certains aspects d'environnement dans les matières résiduelles. C'est pour ça que vous me voyez, je vous parle tout le temps de ça, puis je suis tout le temps parti sur quelque chose. Ben oui. Mais c'est correct en même temps, c'est important, ça passionne, tu sais, puis c'est un sujet vraiment important, là, je pense. Tu sais, par rapport à la rentabilité, tu sais, vous avez mentionné l'économie, puis que depuis 30 ans, il y a vraiment un aspect qui est devenu plus intéressant pour les entreprises de s'orienter vers l'environnement. Euh, comment est-ce que ça s'est passé, ça, que justement, d'être environnemental est comme devenu durable? Parce que je veux pas juste dire que c'est un aspect d'image d'entreprise, parce que clairement, c'est pas juste l'image d'une compagnie verte qui fait que ça peut autant monter les ventes. Tu sais, il y a clairement quelque chose d'autre derrière ça, de plus, mettons, concret, tu sais. Ben, en soi, c'est un produit. Tu sais, si je vous offre un produit à prix égal, puis je vous dis qu'un, il y a une empreinte écologique qui est meilleure que l'autre, ben, vous avez naturellement tendance à aller vers des produits qui sont plus écologiques. Mais il y a aussi toute une Mhm. évolution qui s'est faite. C'est que, au départ, on pensait que on n'avait pas à s'occuper de nos déchets. Il y avait, par exemple, des industries qui prenaient de l'eau juste pour refroidir leurs procédés, puis qui jetaient ça. Puis là, après ça, ils se sont aperçus que, ouais, mais c'est peut-être, si on commence à payer, puis si on commence à avoir des impacts environnementaux, c'est peut-être mieux de récupérer cette eau-là. Puis là, ils se sont aperçus que, hey, en dessous de ça, il y a une espèce d'économie qui est intéressante, puis ça se vend. Comme par exemple, une industrie qui est évidente, c'est l'aluminerie qui demande beaucoup d'énergie, qui fait beaucoup de gaz à effet Mhm. de serre aussi, mais ça c'est une autre histoire, mais qui demande beaucoup d'énergie. On va avoir tendance à aller s'installer dans des pays où
l'énergie renouvelable. L'énergie renouvelable est moins chère. On l'a vu, là, les prix du pétrole se sont enflammés. Ils baissent, ils montent, etc. En passant, j'ai 2 voitures électriques. Moi, j'ai pas subi Mhm. de cette bosse-là. J'ai été capable de payer à peu près toujours le même prix au Québec. Mais les endroits, puis ça c'est la mentalité qui est en train de se développer, où tu es capable d'avoir euh, un approvisionnement puis des pratiques environnementales, tu as tendance à aller t'établir plus dans ces pays-là parce que tout le monde commence à jouer le même jeu. C'est-à-dire que si moi je fais un effort de me ramasser, ben, il faudrait que les autres le fassent, puis je vais acheter des endroits où on est capable de le faire. On regarde, par exemple, l'Alliance mondiale pour lutter contre les changements climatiques. Ben, il y a de plus en plus de Mhm. gens, incluant de plus en plus de pays, incluant même la Chine, qui, elle, a parti une espèce d'industrialisation à tout crin avec des centrales. On disait qu'il ouvrait une centrale au charbon par semaine. Mais là, ils ont des problèmes locaux qu'ils essaient de régler, mais aussi des problèmes mondiaux, Ah parce ouais. qu'ils savent qu'il faut qu'ils jouent le même jeu que les autres vont jouer. Puis, comme je le disais tantôt, on est dans l'éprouvette. Là. Si Ouais. jamais les changements climatiques viennent nous impacter, on s'aperçoit que c'est cher. C'est très, très, très cher pour faire d'environnement. Ouais. Okay? Parce que ça revient tout le C'est- temps à Ça payer serait quelque pire. chose. Si les gens sont plus malades, ça va augmenter nos primes, nos coûts d'assurance. Si les gens Mhm. sont pas disponibles parce que le pétrole est trop cher, puis qu'il n'y a pas d'alternative, c'est super enthousiasmant. C'est inquiétant d'un sens, mais Mhm. c'est enthousiasmant. Technologiquement parlant, on peut y arriver. Donc, quand tantôt on parlait, moi, c'est un petit peu ma fibre. Je suis rationnel, mais mon enthousiasme vient de cette rationalité technologique-là. Ouais. Ben, l'aspect mondial est intéressant aussi, puis j'avais une question par rapport à ça. Tu sais, j'ai déjà entendu ça que on vendait ou nos matières recyclables ou nos déchets ou nos matières recyclées à d'autres pays ou qu'il y avait d'autres pays qui faisaient une partie du recyclage. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment ça fonctionne, ça, pour un newfie dans ce domaine-là comme Ben, moi? il y a eu une période, il y a quelques années, où on n'avait à peu près rien à faire. On ramassait tout ce qui était matière recyclable, puis on l'expédiait soit en Chine, ça existait beaucoup. Après ça, on a commencé à l'envoyer en Inde. OK. Il y a des reportages là-dessus où on voit que c'est pas extraordinaire. Des pays de ce type-là qui ont des législations un petit peu plus permissives. Mais ce qui arrive aussi, c'est que, comme je vous disais tantôt, la Chine avait joué le même jeu que tout le monde. Fait qu'un moment est arrivé et a dit, à partir de maintenant, je veux pas plus que, par exemple, les matières recyclables, je veux pas plus qu'un faible pourcentage de contaminants. Donc, tout ce qu'on avait structuré, nous, ça a donné un choc incroyable en Amérique du Nord parce on comptait sur la Chine pour être capable de recevoir ça. Puis là, on s'aperçoit qu'en disant, on devrait peut-être se prendre en main nous-mêmes, être capable d'avoir des cycles plus courts, ça fait partie de l'environnement aussi, et de récupérer nos propres matières recyclables. Il y a des choses qui vont rester difficiles. L'exemple que je donne tout le temps, c'est, par exemple, quand vous avez du styromousse puis vous achetez un téléviseur. Bon, vous payez des Mhm. éco-frais, c'est parfait, ça va être pour récupérer le téléviseur éventuellement. Mais le styromousse pèse presque rien. Sauf que quand il vient avec votre téléviseur, c'est intéressant parce qu'il ne pèse pas beaucoup. Il protège votre téléviseur. Mais une fois que vous avez déballé votre téléviseur, vous êtes pris avec votre styromousse qui pèse presque Ouais. rien. Et lui, le récupérer, ça coûte très cher. Il y avait des gens qui disaient apportez-nous le styromousse dans nos éco-centres. C'est intéressant, mais il ne faudrait pas dépenser plus de carburant fossile pour aller porter le styromousse à un Ouais. endroit, à concentrer à un endroit que l'on contient le styromousse lui-même. Donc, Ah ouais. là, tu dis, comment est-ce qu'on va faire? Fait que là, il y a plusieurs choses qui se mettent en place. Est-ce qu'on change l'emballage? C'est un point qui est super intéressant. Si on veut récupérer le styromousse, y a-t-il des technologies qui peuvent faire? Moi, ce que je dis, c'est mettez-les avec d'autres types, comme par exemple, vous allez me revoir avec l'histoire des sacs. On pourrait avoir des sacs qu'on donne aux citoyens qui mettent le styrofoam dedans. Et ce styrofoam-là, comme il a accompagné le téléviseur que vous avez acheté, va accompagner d'autres déchets. Puis à ce moment-là, son impact sur les gaz à effet, sur les carburants fossiles qu'on utilise pour le retourner au recyclage va être moins fort. Fait qu'il y a des choses comme ça qu'on peut faire.
Mais encore une fois, OK. on devrait travailler plus sur l'emballage, on devrait acheter moins de Ouais. téléviseurs, etc., etc., etc. Parce Ouais. qu'oubliez pas, le OK. recyclage vient après les autres. Hein? Moi, je suis dans la partie. Ouais. On va essayer d'en ramasser le plus possible, pour en revaloriser le plus possible. Mais évidemment, tout ce qu'il n'y a pas, euh, tout ce qu'on peut éviter, c'est du bonbon pour l'environnement, pour notre société, en plus, puis notre Ouais, c'est ça. portefeuille. Donc, c'est un peu ça. Puis moi, je OK. suis pas inquiète, je m'en crée. Puis les gens peuvent. Moi, je dis les gens, allez-y, économisez, réduisez, allez-y, parce qu'il y a tellement de travail actuellement, on dit qu'on récupère à peu près dans les pays développés où il y a des programmes, etc., 35%, 30% de nos matières recyclables. C'est énorme. C'est un problème énorme. Fait que je manquerai jamais d'ouvrage. Okay? Le jour où je manquerai d'ouvrage, ça veut dire que notre société est en bien meilleure santé. Mais pour l'instant, je veux juste faire mon boulot. Puis fait que ça, c'est les matières recyclables, OK. Puis après ça, tu sais, ça veut dire que, tu sais, tous les déchets, en plus, tu sais, qui sont pas recyclables, ça, on brûle ça carrément, puis ou on les enfouit, dans le fond, là, tu sais. C'est 30% juste des recyclables, puis on s'entend que les matières recyclables, c'est pas tout ce qu'on jette, là, tu sais. C'est vrai que c'est quand même Non, il y beaucoup, a là. pas. Il y a plein, il y a plein de choses. Il y a aussi des. On va produire des emballages, par exemple, qui sont très difficilement recyclables. Donc, l'idée, c'est d'en avoir moins, c'est sûr. Mais je vais vous donner un autre exemple. On a un sac de chips. Un sac de chips, là, il peut avoir jusqu'à 3 couches de plastique, puis une couche d'alu. Pour toutes sortes de raisons, pour que votre chip soit croustillant, pour que ça soit étanche quand je le ferme, pour pas qu'il écrase dans le transport, pour toutes sortes de raisons. C'est possible de le récupérer, mais c'est donc compliqué parce que on a mélangé toutes sortes Ouais. de matériaux. Donc, on essaie de travailler là-dessus. Y a-t-il moyen d'aller standardiser aussi les emballages pour en récupérer les plus facilement possible parce qu'il y a une deuxième vie à ça. Donc, on parle d'éco-conception à ce moment-là. Okay, du berceau jusqu'à la tombe là, du produit. Fait que ça, on commence à penser de cette façon-là. Les producteurs commencent à penser de cette façon-là. D'ailleurs, les producteurs, on les responsabilise. Ils ont dit, il y a une responsabilité élargie des Mhm. producteurs. On travaille là-dessus. Donc, moi, je suis juste une partie de la chaîne. C'est-à-dire que le jour où on commence à les Ouais. ramasser, moi, j'ai un outil super efficace pour le ramasser, mais il y a plein d'autres choses autour à faire. Mais c'est ça. Puis là, vous avez parlé d'un téléviseur, puis ça m'a mis en tête que. Puis là, le sac de chips, oui, mais tu sais, téléviseur qui se ramasse aux poubelles puis qui arrive dans une de vos centres de tri que dont vous avez fait la conception et dont vous avez développé les logiciels pour trier. Les bras robots sont-ils équipés pour ramasser ça, un gros téléviseur, ou comment ça pourrait fonctionner? C'est comme juste un exemple, là, mais Ben, on serait je serais curieux capable. comment ça fonctionnerait. On a laissé un peu à rien. Là. Essayez de suivre ça, un bon conseil chez nous. Les électroménagers, on essaie de les ramasser. Il y a quelques filières qui existent qui sont super intéressantes. Essayons de les utiliser le plus possible. Moi, j'ai des projets actuellement où il y a des usines où on récupère les petits électroménagers. Il y a des façons de récupérer ça et on est en train de leur faire une proposition pour que les robots puissent ramasser des composantes, des matériaux électroniques. Ça peut être des aspirateurs, ça peut être des téléviseurs, ça peut être toutes sortes de vos grille-pains. Tu sais, en fin de vie, il y a moyen d'être capable Mhm. d'aller récupérer ça. Mais souvent, ça commence par, dans ce cas-là précis, d'être OK. capable de concentrer des centres de récupération qui ne servent plus à rien pour être capable, après ça, de les démanteler le plus possible puis d'être capable d'aller chercher les ressources qu'il y a là-dedans. On dit souvent que nos appareils, maintenant, ils ont toujours de l'électronique, les fameuses petites plaquettes électroniques. Ils ont des matériaux, ils ont des, des, euh, des métaux précieux là-dedans qu'il faut récupérer parce qu'ils ne sont pas en quantité infinie. Faut comprendre ça. Là. Tout ce qu'on utilise en termes de métal, le sable n'est pas une quantité infinie. Il y en a beaucoup, mais faut faire attention à ça, puis les Ouais. récupérer, puis les réutiliser le plus possible. Mhm. OK. Puis justement, tu sais, peut-être qu'on peut un peu embarquer dans le détail. Mais il y a plusieurs affaires. Moi, je travaille dans la robotique pour récupérer ça. Il y a plusieurs choses que je peux faire. Je vais vous, do- je vais vous donner quelque chose, une vision de l'esprit pour l'instant que j'ai, mais qui est intéressante. OK. On est en train, dans plusieurs pays, entre autres en Allemagne, entre autres en Grande-Bretagne, on est en train de démanteler les centrales nucléaires. Les centrales nucléaires, il y a Ouais. la radioactivité induite qui sont autour. Il y a aussi les barres de force. Puis, ils ont
des gammes de radioactivité, ben les robots, c'est l'outil idéal pour être capable de faire ce tri-là parce que tu veux pas. C'est très, très compliqué de faire ça avec des humains. Des robots, ça devient des choses que. Donc, on peut aller jusqu'à des choses aussi complexes que ça. Le jour où on Mhm. démantèlera nos centrales nucléaires, on peut se faire Ouais. aider par des systèmes robotiques. Pour l'instant, on peut s'occuper de OK. nos matières organiques, Ah oui. mais toute cette gamme-là est possible. Puis je pense qu'en termes de Mhm. protection humaine, puis en termes de main-d'œuvre, si on est capable d'enlever ces activités-là aux êtres humains, c'est de se donner une chance à tout le monde. Ouais, tu sais, puis on a mentionné tantôt au début, tu sais, c'est du travail qui peut être sale, dangereux, puis tu sais, au final, si on libère aux humains, tu sais, tant mieux. Là. Puis aussi, tu sais, puis là, j'étais curieux peut-être d'embarquer un petit peu plus, si possible, dans le détail du fonctionnement de la détection par intelligence artificielle. Tu sais, comment je m'imagine que ça fonctionne sur une ligne un convoyeur, on peut imaginer, où tu sais, les déchets roulent et là, il y a des imageurs, ils essaient de détecter les patterns qu'ils peuvent reconnaître. Fait que, OK, le styromousse a tout le temps ce pattern-là que je reconnais, la couleur. Les matières organiques ressemblent un peu tout le temps à ça. J'avais déjà entendu même que les matières organiques, il y avait une couleur mauve là, qui pouvait. Ou c'était-tu un encre ou c'était. Je sais pas si c'était une couleur naturelle mauve. Je sais pas si c'est vrai, là. En tout cas. Ben, ce qui est sorti dernièrement, c'est la Ville de Québec a lancé le programme avec des sacs, le programme dont je vous parlais tantôt, pour ramasser les résidus alimentaires et organiques. Et ils utilisent des sacs mauves. C'est peut-être pour ça que vous avez associé la couleur mauve avec les matières organiques. Mais j'ai des clients qui ont des sacs jaunes, qui ont des sacs verts, qui ont des sacs oranges, qui ont des sacs bleus. Donc, OK, la ça prend pas. couleur du sac, on va entraîner un système à les reconnaître. OK? On OK. est même capable, jusqu'à un certain point, on a des sacs quelquefois qui sont un peu transparents. On est capable de lire les objets parce qu'on va entraîner les systèmes à le faire, qui sont semi-transparents, qui paraissent au travers du sac. OK. Mais l'idée est assez simple, c'est que les systèmes d'intelligence artificielle sont capables de reconnaître les formes, les couleurs. Donc, je vais partir avec ça. Quand on prend une caméra couleur, tout à fait simple. Et nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y ajouter des éléments pour être capable de faire de la préhension par la suite, mais aussi pour améliorer l'information qu'on a. Comme par exemple, si j'utilise une caméra hyperspectrale, ce que je fais souvent, je vais avoir une idée de la chimie de surface. Donc, c'est intéressant parce que si j'avais deux objets qui sont très, très, très semblables, blancs par exemple, je pourrais, avec ça, je suis capable de voir ces deux plastiques, mais ça peut être deux plastiques complètement différents. Puis ce que je veux faire, c'est d'être capable de les regrouper Mhm. pour les valoriser. Donc, ça me donne cette OK. information-là. Je suis capable d'avoir de l'information sur la volumétrie. J'ai des caméras 3D, Mhm. ce qui me permet de, quand j'ai des objets les uns par-dessus les autres, de désempiler de façon ordonnée. Parce que ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir une vision avec plusieurs robots qui travaillent en amont, en aval, Mhm. en aval. Donc, il faut que je sois capable de gérer ça de façon intéressante. Puis je peux trier plusieurs choses à la fois, une chose à la fois. C'est super, super intéressant. Puis plus le flux va être complexe, plus il va falloir que je donne des heures d'entraînement à mon système. Mais l'avantage que j'ai, c'est qu'il ne désapprend jamais. Il a une grande, grande, grande mémoire, puis il est capable de me faire de la compilation, ce qui est super intéressant parce que quand on gère nos matières, on a jeté combien, on a récupéré combien de tel type de plastique, du polypropylène par exemple. Mais là, je suis Mhm. capable de le savoir parce que je vais le compiler à mesure que je vais aller le ramasser. Ouais. Puis comment vous obtenez les données de masse là-dedans par curiosité? Vous en avez parlé un petit peu tantôt. Je sais pas si ça s'applique, là. Des données de masse, oui. Ça, ce que j'ai pas, je ne peux. C'est généralement mes flux sont beaucoup trop rapides pour que je puisse les peser. OK? OK. Mais ce que je suis capable de faire de façon très, très, très précise, c'est d'avoir le type de matériel que c'est et d'avoir sa volumétrie. OK. Donc, par apprentissage, puis par référence, je suis capable, par exemple, un bout de bois, si je sais que j'ai tel volume de bois et que je suis capable de lire le type de bois que c'est avec un paquet de caméras, ben, je vais être capable de compiler la volumétrie puis de donner sa densité pour être très technique. Là. Puis une fois que j'ai sa densité, j'ai sa masse et je vais savoir ce que je vais retirer. Donc, je suis capable de faire des bilans. Je suis capable de faire des bilans
sur ce que mes robots vont prendre, mais je suis capable de faire des bilans sur ce que mes robots ne prendront pas aussi. C'est Wow. intéressant. On veut savoir qu'est-ce qui passe droit. Parce que ça, c'est un outil intéressant. Tu dis, hey, je vais faire je vais faire un bilan pour voir ce qui se passe. Je vais vous donner un exemple. Le premier robot qu'on a fait tout aux États-Unis, il fallait ramasser des sacs de biodéchets, comme je vous ai parlé. Puis maintenant, on s'est aperçu après plusieurs mois qu'il passait beaucoup, beaucoup de canettes d'aluminium. Fait qu'on a dit aux clients, tu veux-tu qu'on évalue qu'est-ce que ça donne comme canette d'aluminium? Puis, comme on garde les images, on a repassé les images, on a réentraîné le modèle d'intelligence artificielle en disant, tu vas me repérer les canettes d'alu, puis tu vas me les compiler. Puis, c'est aperçu qu'il jetait, mais vraiment jeté, plusieurs dizaines de milliers de dollars de valeur d'aluminium à un endroit qui n'a même pas de consigne. Donc, là, c'est à lui de décider, est-ce que je laisse aller ça, est-ce que je les jette, est-ce que je les récupère. Puis là, tu vois, il se mêle à ça toute la question de législation, législateur, la sensibilité, est-ce que je fais, est-ce qu'il y a un marché pour ces... L'alu, normalement, il y a un maudit bon marché, Ouais. mais c'est ça que ça permet de faire. C'est un outil de gestion en même temps. Parce que j'ai pas besoin nécessairement d'utiliser mes robots. L'intelligence que je mets sur la détection sur un convoyeur me donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. C'est très riche. Cette information-là est en continu. Cette information-là est en temps réel. Ça fait qu'on est dans un autre monde complet, là. Ben oui, c'est fascinant parce que là, dans ce cas-là, c'est un bel exemple de comment, dans le fond, l'intelligence artificielle, comment la récupération de l'environnement a aidé à augmenter la rentabilité, comme on parlait tantôt, tu sais. Fait que ça, je trouve ça vraiment comme un cas concret de ça, tu sais. Puis là, j'étais curieux aussi, tu sais, pour le grand public, mettons comme moi, tu sais, l'IA, oui, ça semble beaucoup avoir augmenté dans les dernières années, comme l'a mentionné au début avec ChatGPT et tout ça. Vous, est-ce que dans votre quotidien, vous avez ressenti ça d'une quelconque manière ou vos systèmes, vos logiciels, c'est encore sensiblement la même technologie puis ça s'applique encore de la même manière? Oh non, la technologie a évolué à une vitesse incroyable. OK, on utilise, nous, l'intelligence artificielle, encore une fois, c'est pas de la magie, c'est quelque chose qui est tout à fait euh, concret. Il y a des versions. Donc là, on a des versions de plus en plus performantes. Je vais vous donner un exemple très, très simple. Au début, on faisait ce qu'on appelle du bounding box, là. On prend un objet, il apparaît une espèce de carré et le logiciel nous dit ça, bon, ben, c'est une bouteille d'eau plus plastique, OK, faite en PET. Maintenant, on est capable d'avoir le contour précis pour dire, OK, voici le contour précis, ce qui me donne la chance maintenant de faire de la volumétrie parce que c'est pas Ouais. approximatif, j'ai vraiment, vraiment le contour et les logiciels sont capables de faire ça maintenant. Il y a des répertoires qui existent que je peux aller consulter pour être capable d'identifier des objets. Donc, ça évolue, là. Il arrive sur le marché plein de choses. Puis nous, on Wow. dit c'est l'ensemble intelligence, robotique, gestion qui est la plus importante parce que la reconnaissance, en fait, va devenir très, très accessible pour beaucoup, beaucoup de gens. Donc, elle est pour nous, elle va être pour d'autres. Puis nous autres, on est super contents parce que éventuellement, il va se développer plein de choses. On pense que l'expertise dans les matières résiduelles on va avoir, on surfe sur le devant de la vague, puis on devrait être là encore un bon bout de temps. Parce que, n'oubliez pas, nous, on vend quand même un service puis des produits. On a beau être des environnementalistes dans le fond de notre âme, il faut être capable de payer notre monde. Ah oui. Puis actuellement, on a beaucoup, beaucoup exporté. Moi, j'ai trouvé ça fascinant. Avant de vendre au Québec, on a exporté beaucoup en Europe, aux États-Unis. Fait que là, on a réussi à avoir des unités au Québec. On est très contents. Puis on est même rendu en Australie. Donc, Wow. puis ça aussi, c'est quelque chose que je veux que les gens s'aperçoivent, c'est au Québec, on est en mesure d'avoir des systèmes de classe mondiale, des produits pour être capable de compétitionner n'importe qui. Puis on est des fois, on est même Ouais. très souvent pas mal meilleur que ce qu'ils se font. Puis Ça, faut pas, ouais. faut avoir une passion, faut y aller, faut faire quelque chose avec ça. Puis dans les matières résiduelles, c'est génial parce que tu as l'impression, moi je me lève le matin et j'ai l'impression d'être utile.
C'est pas pire, hein? Ouais, C'est c'est pas pire. bon. C'est important, je pense, de faire quelque chose qui nous donne ce sentiment-là, tu sais. Puis avec le podcast, honnêtement, Accès Innovation, on se rend compte justement à quel point il y a beaucoup de technologies québécoises qui sont vraiment intéressantes. Puis tu sais, c'est quand même simple à comprendre, mais qui ont des grandes répercussions puis qui ont des grands impacts, là, comme c'est le cas avec Waste Robotics. Donc c'est très intéressant. Puis là, peut-être on commence à s'enligner sur la fin. Vous avez mentionné un petit peu un petit mot tantôt par rapport au recyclage des meubles, par exemple, des gros électroménagers. Mais tu sais, est-ce que Waste Robotics a des grands projets ou des avenues générales futures que vous visez ou qui serait intéressant de mentionner ou de peut-être Il y a, il y a- il teaser? y a- ouais, il y a plein de domaines dans lesquels on travaille. Par exemple, quand vous parlez des électroménagers, les laveuses de vaisselle, les voitures, c'est comme des gros morceaux de métal. Il y a des belles industries qui existent actuellement qui récupèrent ça. Récupérer le métal, c'est très intéressant, c'est très payant. Il y a l'industrie qui est dominante au Québec, c'est AIM, qui a des belles installations. Nous, on pense qu'on peut amener ces installations-là à faire encore mieux en mettant des systèmes robotiques dedans. Donc, on travaille beaucoup, beaucoup là-dessus. On est en train de faire du développement parce que notre entreprise est entre une entreprise qui développe des nouvelles technologies parce qu'on pense qu'il y a des choses qui sont à faire encore, puis entre une entreprise qui va donner des services qui sont vraiment concrets, qui vont fonctionner, qui vont être profitables. Puis c'est la même chose pour les meubles. Les meubles, quand ils sont récupérés, on espère qu'ils vont être réutilisés le plus possible, mais quand on est en fin de vie, il y a des façons de faire où les systèmes robotiques vont être importants pour récupérer le bois, pour récupérer les métaux qu'il y a dedans, pour récupérer la mousse, pour récupérer les textiles qui sont autour de ça. Il y a la récupération des textiles, il y a de quoi à faire. Je vous le dis, là, Ouais, ouais. on a de Il y a l'ouvrage beaucoup, devant nous ouais, on a autres. de l'ouvrage. Là. C'est pour ça le 30% là, qu'on mentionnait tantôt. Là, donc, ah, C'est je vois ça. bien le genre. Il faut monter à 90, à 100% si on est capable un jour. Ouais. C'est plutôt une vue de l'esprit pour l'instant, mais on y travaille. Ben oui, puis avec les gros développements qu'on voit justement dans l'intelligence artificielle, le gros boom que ça l'a ressenti dans les dernières années, ben les derniers mois, plus je devrais dire, là, on voit que c'est un objectif qui pourrait être réaliste. Et on dirait que tout peut être à portée de main maintenant. Là. En tout cas, c'est des outils puissants qui sont à notre disposition maintenant. Mhm. Okay? Puis il y a d'autres choses. Il y a quelqu'un maintenant qui va arriver avec une meilleure idée encore, puis ça sera cette idée-là. Pourquoi pas? Mais pour l'instant, c'est ça qu'on a le plus à portée de main. On sait que ça fonctionne, on sait que c'est rentable, ça correspond au genre de société qu'on a. On va faire Mhm. notre contribution. Ouais, c'est ça, ben oui, on va donner notre bout. Excellent. Ben, moi, ça concluait l'émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présence, Michel. Et vraiment, Race Robotics, je trouve que c'est vraiment des projets fascinants. Là, je dois le mentionner. Tu sais, intelligence artificielle, les déchets, la robotique, c'est comme un mélange de plein de domaines qui sont importants et qui sont intéressants pour beaucoup d'ingénieurs, là, je pense, ou de gens qui travaillent de près ou de loin dans la science et l'ingénierie. Donc, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Émile. Merci beaucoup et merci, je veux mentionner surtout merci aux auditeurs d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.